Popeuse, popeux, bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce 4e numéro de Pop en Stock France sur Campus Grenoble 90.8. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait très plaisir sur la page Facebook de l'émission Pop en Stock France, et vous pouvez réécouter bien sûr en streaming les émissions sur campusgrenoble.org. Et on repart donc pour un nouvel épisode avec mon compère habituel qui co-réalise ces émissions, Jonathan Fréoco. Bonjour à tous. Et bien évidemment, c'est de tradition, un nouvel invité qui vient nous voir. Il s'agit cette fois de Alain Brouta, dit Wang. Bonjour à tous. Je vous parlais de G2L2 à la dernière émission, l'association G2L2 Corp, promotion et diffusion de la culture geek en région Rhône-Alpes et tout particulièrement donc à Lyon. Et donc Wang en est le secrétaire et il est également rédacteur chez Manga News. C'est ça. Voilà, donc sois le bienvenu parmi nous. Merci. Et tu es tout désigné donc pour parler de la série d'animation que nous allons aujourd'hui approcher. Il s'agit de Samurai Jack, une série d'animation, excusez-moi je bafouille, une série d'animation qui peut-être rappellera des souvenirs à certains d'entre vous, et pour cause, puisqu'il s'agit d'un des grands projets de Genndy Tartakovsky qui va revenir en 2016, Jonathan. Et oui, et comme 2016 va marquer le retour sur Cartoon Network de Samurai Jack, il semble donc important de vous en parler un petit peu, surtout qu'en France c'est pas forcément très connu, et surtout de vous parler de son créateur Genndy Tartakovsky. Alors, Tartakovsky, pour ceux qui nous écoutent et qui approchent de la trentaine, c'est d'abord le laboratoire de Dexter. Puis, après, un collaborateur assez fréquent de Craig McCracken sur les Super Nanas. Et pour les plus jeunes, finalement, Tartakovsky a récemment réalisé Hotel Transylvanie 1 et 2, qu'on vous recommande aussi, c'est très bien, et vous l'avez sûrement vu avec vos neveux et nièces de toute façon. Mais pour moi, Tartakovsky reste avant tout le créateur d'une œuvre de SF fondamentale, à savoir Clone Wars, la série animée originale, et non la daube en image de synthèse qui est sortie après. Et qui s'est fait de mieux dans l'univers Star Wars depuis l'Empire contre-attaque. Mais c'est aussi, et donc voilà pourquoi on fait cette émission, le créateur de Samurai Jack, une série qui, à mon avis, fait la synthèse de ce qui s'est fait de mieux dans la pop culture de ces 60 dernières années. Voilà, on rappelle brièvement que Samurai Jack, donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va suivre l'entraînement de samouraï pour affronter le terrible démon Aku. Voilà, pour vous situer un petit peu en 2 mots l'histoire. On va donc démarrer avec notre première partie et le petit jingle qui va bien. Et franchement, le Watcha, c'est ça qui fait tout dans ce générique, qui est tout à fait exotique, je pense que vous l'avez remarqué. Et justement, cette onomatopée Watcha qui en fait symbolise une tranche, une coupe nette et franche du sabre, puisque pour affronter le démon Aku et ses sbires, Jack possède une épée magique capable de combattre à peu près tout et n'importe quoi. Et s'il y a bien quelque chose qui gouverne cette série, c'est bien le mouvement et la grosse réflexion que Tartakovsky a posée sur le mouvement, Jonathan. Oui. Alors, c'est vrai que, outre la capacité de Tartakovsky de nous proposer une fusion quasi parfaite de diverses références culturelles, et on le verra plus tard dans l'émission, ce qui fait la force de Samurai Jack, c'est surtout l'éloquence avec laquelle il réussit à nous raconter une histoire sans insister sur les dialogues, mais par le mouvement. Alors, pour revenir en arrière, quand Tartakovsky arrive en Amérique à la fin des années 70, ce fils d'immigrés soviétiques a très vite capté la dimension non-verbale de la culture pop américaine. Il débarque à 7 ans, ne parle pas la langue ou presque, ne sait pas lire, mais découvre les cartoons de la Warner, les Tex Avery, Popeye, Tom et Jerry et tous les autres, et a immédiatement été sensible à l'énergie dégagée par le mouvement de ces dessins animés. Mais l'art du mouvement touche non seulement, surtout à l'époque, le dessin animé, mais aussi la pantomime, l'action, le burlesque, la musique, la comédie musicale, et c'est ce qui va permettre finalement à Tartakovsky de dépasser la barrière de la langue et de raconter une histoire autrement que par les mots. Donc du musical des années 50 à Samurai Jack, du cartoon Warner au film d'action de John McTiernan, tout repose sur cette même notion de timing et de rythme. Et c'est donc pas surprenant finalement que Tartakovsky se soit inspiré de la musique classique avec ses pauses suivies de mouvements rapides pour rythmer ses propres récits. Il suffit de voir un épisode de Samurai Jack pour voir que l'action est pratiquement toujours en parfaite synchronisation avec la musique.
ces contrastes, beaucoup plus appuyés pour la télé qu'en musique classique, sont là pour nous permettre de percevoir ces changements de rythme. Et Tartakovsky est passé maître dans cet art. En voyant les combats de Samurai Jack, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'ils ont non seulement inspiré les séquences de fight d'Iron Man, mais que Jon Favreau a carrément fait storyboarder à Tartakovsky les combats d'Iron Man 2. C'est donc notre perception non verbale du monde qui nous permet de percevoir ces contrastes et de les comprendre d'un point de vue émotionnel. Wang, en entendant un petit peu, vu que tu te posais la question, la biographie de Tartakovsky, est-ce que tu retrouves dans ton approche qui a été inédite, hein, tu as découvert la série pour préparer cette émission, est-ce que justement dans ton appréhension, dans ton approche de la série, tu retrouves un petit peu le passé de Tartakovsky et est-ce que tu comprends justement certaines de ses références et comment tu les comprends ? Oui, tout à fait. De Tartakovsky, j'avais vu quelques épisodes des Super Nanas dans ma jeunesse. Samurai Jack, j'étais passé à côté et donc j'ai regardé l'intégrale des 4 saisons pour préparer cette émission. Et effectivement, moi qui ai plus une culture orientée manga, animation, on retrouve cette notion vraiment du mouvement avec des épisodes qui sont, enfin des séquences du moins qui sont quasiment muettes, où il y a vraiment que le mouvement et que la musique qui est importante. Et il y a quelque chose qui se rapproche même plus du manga, donc le manga papier plutôt que de l'animation. C'est notamment tout ce qui est ligne de vitesse qui reviennent assez souvent, et aussi le découpage en cases. Alors notamment, Tartakovsky aime bien jouer avec le format de l'image, à écraser l'image pour avoir un format cinémascope 16/9 qui rappelle un peu les westerns, tout ça, ou alors même de faire des découpes dans l'image, c'est-à-dire séparer le cadre en 3 cases pour faire 3 actions simultanées ou vraiment successives très rapidement. Et donc il y a vraiment cette notion de cases, de mouvement qui est très prépondérante. Et sur le fait que Tartakovsky ait des origines étrangères et qu'il ait découvert, qu'il soit imprégné de la culture américaine par le dessin animé, on sent qu'aujourd'hui il le retranscrit par ce biais avec vraiment des œuvres qui sont assez universelles. Tout à fait, et on a, je trouve, une dimension fortement mythologique qui passe aussi par le mouvement, notamment avec ce sabre, moi qui m'a énormément touché, déjà parce que ce sabre lui sauve la vie un nombre incalculable de fois, non seulement quand il se bat, certes, mais aussi quand il est dans des situations pas possibles, au bord de précipices, il se rattrape in extremis avec son sabre, enfin c'est un truc de malade. Et au niveau du mouvement, on a vraiment une horizontalité dans la façon dont il se déplace, parce que Jack est un personnage qui passe son temps à devoir avancer. Et on a une verticalité dans l'usage du sabre et le fait qu'il passe le fil du sabre quasiment systématiquement sur son fourreau avant de le ranger. Et vraiment cette idée aussi qu'il apprend le mouvement comme moyen d'avancer. Alors dans un épisode de la saison 4 ou 3, si je ne dis pas de bêtises, il va rencontrer des moines Shaolin qui vont le reconnaître par le mouvement, et uniquement par le mouvement. La seule parole qu'il va y avoir au départ, c'est justement le nom des attaques qui sont lancées, mais en fait ils se reconnaissent frères d'armes parce qu'ils utilisent des mouvements spécifiques. Et un second épisode important aussi, c'est quand Jack apprend à bondir. Ça lui est nécessaire pour affronter Aku, puisqu'il faut savoir que le démon Aku est extrêmement grand. Il peut faire varier sa taille, c'est-à-dire il est très grand de base, mais il peut faire varier sa taille comme il le veut et se transformer en n'importe quel animal, donc des plus imposants aux plus petits. Et donc tant que Jack n'arrive pas à le découper totalement, il ne parviendra pas à s'en défaire. Et pour affronter Aku quand il est dans cette immensité, dans ce gigantisme, il est obligé d'apprendre à sauter lors d'un épisode. Donc vraiment grosse importance du mouvement. Jonathan, est-ce que tu as encore d'autres petites anecdotes, remarques à ce sujet du mouvement ? Disons qu'outre le mouvement, c'est vrai, des personnages eux-mêmes, on a ce mouvement au sein même en termes de mise en scène, quoi. C'est vrai qu'on a parlé des écrans splittés, tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient en permanence parce que c'est un langage visuel, on va dire, quasiment universel. On comprend tout de suite l'utilité de l'écran splitté, ou même de réduire la taille de l'écran finalement pour raconter une histoire. Il y a l'épisode par exemple avec l'hommage à 300 avec qui est l'intégralité de l'épisode est sur un cadre réduit. Moi, la première fois que j'ai vu, je croyais que j'avais un problème à la télévision, alors qu'en fait non, on voit la totalité de l'épisode sur pratiquement 40% de l'écran. C'est quasiment cinématographique là pour le coup, on a vraiment les bandes noires mais qui sont beaucoup marquées, quoi. Elles sont vraiment au centre de l'écran visible, et on a l'impression de regarder par une fenêtre dans la télé. On regarde un péplum en fait, tout simplement. On regarde
300 parce que pour Bah oui, l'épisode est vraiment calqué. Oui, calqué sur ouais. 300, ouais, totalement. On s'attend presque à ce qu'il y ait un This is Sparta quelque part avant l'heure. Oui, donc effectivement un travail artistique incroyable. Et d'ailleurs, si on fait un parallèle genre avec les Super Nanas, le premier épisode des Super Nanas, elles croisent un cafard dans la maison et donc comme le sont parfois les petites filles, elles sont dégoûtées et le professeur leur dit mais vous savez avec vos petites têtes et vos grands yeux il est largement plus effrayé de vous que vous ne êtes de lui. Et là en fait la réflexion elle est sur le dessin et sur le côté cartoon complètement assumé, et ça se retrouve également chez Jack, ça se retrouve dans toute l'œuvre de Tartakovsky, je trouve. Donc voilà, effectivement, on a vraiment une importance du combat, une violence, je dirais pas une violence exacerbée dans les combats quand même, parce que vu que c'est quand même calé pour un public relativement jeune, au moins pré-ado-adolescent, c'est vrai qu'on a le côté violence, mais il faut savoir que les sbires d'Aku sont souvent des machines en fait. Il affronte souvent des machines, et Wang, on avait une réflexion tout à l'heure sur la substitution du sang par l'huile par exemple. C'est ça en fait, dans le troisième épisode, vu que les 3 premiers épisodes forment une suite, après ça passe sur un rythme un peu plus épisodique, mais sur la grande bataille entre Jack et des robots scarabées, en fait Tartakovsky a récupéré un des clichés de ce genre de bataille, enfin de récit de samouraï épique, où quand il rentre dans une telle rage qu'il se couvre du sang de ses ennemis, là forcément comme c'est un truc pour les enfants, il ne pouvait pas faire quelque chose d'aussi gore. Et l'astuce qui a été faite, c'est qu'au moment où il tranche les robots, il y a des tubes qui sont sectionnés, et donc il y a des projections de pétrole, et donc ils se retrouvent recouverts de pétrole. Et d'ailleurs, cet aspect justement, à la fois édulcoré et cyclique, ça apporte une dimension, que tu parlais de dimension mythologique un petit peu tout à l'heure, le fait qu'il y ait une progression du héros, mais comme c'est un format épisodique, c'est un éternel recommencement, c'est-à-dire qu'on a l'introduction de la série à chaque fois, Aku qui raconte l'histoire, et puis on part sur une histoire qui peut être complètement différente. Tous les épisodes ont des univers un peu différents, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, il me semble. Et en tout cas, il y a cet aspect où c'est un éternel combat, un éternel recommencement, et c'est un peu une des caractéristiques de l'initiation, de l'apprentissage du samouraï, c'est que l'apprentissage n'est jamais terminé. C'est ça, exactement. Ce que je vous propose, messieurs, c'est de se caler une première petite pause musicale avant d'attaquer tranquillement notre deuxième section de l'émission. Donc on va s'écouter un titre, de ma foi, très poétique, de Motherfucker, I'm Fucking Dugdale.
Et bien évidemment, vous avez entendu le rire maladif qui s'est terminé en tout du pauvre, presque, j'ai envie de dire, Haku, qui est bien évidemment le méchant et le narrateur principal du générique de Samurai Jack. Et c'est on va dire, une parfaite transition, je ne sais pas, mais une transition en tous les cas, pour attaquer justement quelque chose qui est très présent, notamment dans la dualité Jack versus Haku, c'est-à-dire la couleur, qui a beaucoup d'importance également dans cette série, Jonathan. Oui. En fait, on l'avait vu déjà dans notre spécial Crimson Peak, les couleurs servent aussi à raconter une histoire, et là, autant que le mouvement, dans la mesure où on n'a pas trop de dialogue. Donc on a cette opposition très visible du blanc et du noir, du yin et du yang, et qui est la plus importante des oppositions dans Samurai Jack finalement. Parce que s'il y a une couleur qu'on apprend à reconnaître tout de suite, c'est justement le noir et ce qu'elle représente. Si un personnage porte du noir, nous, on apprend à s'en méfier, mais pas forcément Jack. Alors pourquoi Jack est-il incapable de voir ce que représente le noir ? Est-ce que c'est parce que le public est à l'extérieur du récit, de la narration ? Pas forcément. Puisqu'on l'a vu dans certains épisodes, Tartakovsky brouille la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de la narration dans quelques épisodes. Alors si Jack ne voit pas la part d'ombre dans les gens qu'il rencontre, c'est parce qu'il porte lui-même cette part d'ombre. Son épée est noire, ses cheveux sont noirs, ses yeux sont noirs, il porte d'un point de vue purement esthétique la marque d'Haku. Et c'est évident dès le 3e épisode qu'il y a un véritable morceau de bravoure de Tartakovsky et ses équipes, puisqu'on a un épisode où il n'y a pas de dialogue, mais une scène de bataille de presque 15 minutes, on vous en a parlé, c'est celle où il finit plein d'huile. Dans cet épisode, donc, Jack affronte une armée de scarabées robots, seul. Son kimono blanc est progressivement réduit en morceaux, il finit torse nu et il rentre dans une rage destructrice. Il hurle, massacre les robots les uns après les autres, et dans une séquence animée au ralenti, on le voit être progressivement couvert donc de ce sang, de cette huile de moteur noire en vérité, et il finit le combat, couvert d'huile, des pieds à la tête, et après 10 minutes de silence, on l'entend parler pour la première fois, il dit « Vous ne vous échapperez pas ». Et il massacre effectivement les robots jusqu'au dernier, dans la plus grande joie. Il finit debout sur le champ de bataille, complètement couvert d'huile noire, et lance même un regard assassin à son pote chien archéologue. Et c'est pour ça que c'est bien aussi Samurai Jack. C'est la seule série où on peut parler de chien archéologue. C'est vrai. Et donc, ça m'a beaucoup perturbé d'ailleurs dans cet épisode-là. Mais pourtant, j'ai vu Doctor Who un certain nombre de fois. Il y a des trucs bizarres. Du coup, enfin bref, cette séquence nous rappelle évidemment le No Prisoners de Lawrence d'Arabie qui charge les Turcs avec son armée de bédouins et qui finit au milieu des cadavres avec sa djellaba blanche couverte de sang rouge. Donc un autre hommage peut-être au film de Samurai. Et c'est pareil donc dans cette séquence. Elle nous rappelle évidemment qu'il y a toujours un équilibre entre le blanc et le noir, le yin et le yang, entre Haku et Jack. Et cette image finalement est aussi suivie d'un autre épisode assez révélateur dans lequel Jack affronte Mad Jack, son double maléfique qui est habillé en noir, qui a les yeux rouges et qui est créé par Haku pendant une crise de rage de Samurai Jack. Il puise directement dans la haine qu'il a en lui et produit cette entité maléfique. Et Jack finit par s'en rendre compte et réussit à le vaincre seulement en méditant. Il visualise une cascade, quelque chose de zen donc, et on voit progressivement cette cascade qui apparaît à l'écran en diluant le fond noir. Ouais, et d'ailleurs, dans cet épisode-là, très précisément, tu fais bien de le citer, on retrouve encore une fois l'importance du mouvement, mais du coup par l'immobilité, puisque pour vaincre Mad Jack, la seule solution qu'a Jack, c'est de ne pas bouger, tout simplement. C'est de méditer et de ne pas bouger. Et Wang, je pensais à toi sur un épisode tout particulier, justement, où la couleur a une importance absolument capitale, et cet épisode est d'une beauté d'ailleurs incroyable. Le samouraï va affronter un ninja dans un épisode, et le jeu des couleurs est tout à fait alléchant, parce que le ninja est caractérisé par le noir et Jack lui va être caractérisé par le blanc, et d'ailleurs il va avoir cette phrase envers son adversaire, il va lui dire « toi tu as appris à te battre dans l'obscurité, moi j'ai appris à me battre dans la lumière ». Donc est-ce que tu ressens pas dans cet épisode là, je pense que tu t'en rappelles suffisamment, justement tout cet hommage à l'imaginaire du yin, du yang qu'on retrouve un petit peu dans le manga, dans l'imaginaire asiatique, comment tu le... Il y a un peu de ça, oui. Alors après, il faut savoir qu'au Japon, et ça je pense que Tartakovsky ne l'a pas pris en compte, le blanc et le noir n'ont pas du tout la même signification que les occidentaux peuvent avoir. Notamment, le blanc, c'est la couleur du deuil. Donc c'est... j'ai essayé de l'analyser dans le cadre de la série, c'est pas forcément très marqué. Par contre, oui, c'est vrai que cet épisode-là joue vraiment sur ce contraste, vu qu'il n'y a plus que ces deux couleurs à l'écran. On voit peut-être un peu la peau de Jack et encore pas vraiment, et les yeux du shinobi.
Il y a un autre épisode comme ça aussi, c'est celui de la maison hantée. Oui. Où il y a un passage au moment qui devient un combat vraiment spirituel. Oui. Et là, on n'est plus dans un niveau crayonné, presque pas des estampes. C'est même épileptique, même. Voilà. À ce moment. Ouais. Dans un autre registre épileptique, il y avait un épisode aussi, je crois que ça fait partie des premiers, je me demande même si c'est pas dans le troisième, où il y a derrière Jack, il y a des flashs blancs et rouges qui crépitent. Et je sais qu'à ce moment-là, j'ai eu vraiment quelque chose qui m'a dérangé visuellement parce que c'est vraiment pour le coup très épileptique. Et je pense que c'est volontaire, justement pour montrer toute la rage, toute l'instabilité qui ressort de Jack à ce moment-là. Et d'ailleurs, il est d'autant plus lié à Jack que dans un épisode assez dur d'ailleurs, je sais plus si c'est un épisode complet ou un double épisode où en fait Haku sans faire exprès va l'infecter en fait. Il va lui éternuer dessus. Saison 4. Voilà, dans saison 4, il va prendre les germes mais vraiment comme un virus de Haku en lui, il va progressivement se laisser contaminer par Haku et exacerber justement tout son côté sombre et ça fait partie des épisodes assez terribles parce qu'il en souffre atrocement et il va être sauvé vraiment in extremis de cette part d'ombre, mais il ne va être sauvé finalement que par lui-même et l'appui de ses confrères Shaolin. Et de ses expériences passées aussi. Et de ses expériences passées, bien sûr. D'ailleurs, voilà, importance de la couleur aussi dans cet épisode très doux et très triste à la fois, où Jack en fait revient chez lui et en fait il va comprendre qu'il revient chez lui et justement ça s'appelle donc Jack Remembers the Past dans la version originale. Il se rappelle de son passé et il se rappelle de l'enfant qu'il était. Et on voit beaucoup de couleurs là, pour le coup des couleurs chaudes. Quand il se rappelle le passé, c'est souvent des couleurs chaudes, mais des couleurs pas les couleurs du feu agressif, mais la couleur par exemple des champs dans lesquels il se promenait ou où il tressait des paniers avec sa mère. Voilà, donc je pense qu'il y a un code couleur. Alors du coup je trouve quand même intéressant, je sais pas Jonathan si tu l'avais noté comme ça, ce que tu as dit Wang par rapport au fait que Tartakovsky n'a peut-être pas pris en compte la signification différente du blanc et du noir pour les occidentaux et les orientaux. Est-ce que tu l'avais ressenti comme ça toi ou... Non, je pense que c'est plus un goût de dessinateur et il s'est pas posé la question plus que ça, je pense. C'est quelque chose que l'opposition de base, on va dire, c'est vraiment le blanc par rapport au noir sur le fond rouge, quoi. C'est quand on prend Haku et Jack, c'est ces trois couleurs là qui sont vraiment essentielles. Donc après, ce que peut représenter le blanc, le noir dans la culture même asiatique, je pense pas qu'il ait été plus loin que ça. Je sais même pas si vraiment l'opposition du yin et du yang est voulue, si c'est moi qui l'ai vu. Je pense que c'est plutôt quelque chose d'universel. Alors Clément parlait des champs avec des couleurs chaudes, orangées, c'est quelque chose qui est finalement, dès qu'on parle de nostalgie, il y a ces tons sépia. Et c'est vrai que pour le blanc et le noir, je pense qu'il est resté sur, comme tu disais Jonathan, quelque chose d'universel. Et notamment, moi, on en parlera peut-être dans la dernière partie de l'émission, mais au niveau des références, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait un bestiaire folklorique très développé. Finalement c'est pas le cas du tout vu que la série part dans toutes les directions. Et pour l'aspect des couleurs, en fait on apprend, je crois que c'est fin de saison 3 quand il y a la genèse d'Haku, qu'on apprend ses origines, on apprend qu'en fait il est le mal absolu et qu'à la base il n'avait même pas de personnification, c'était vraiment une tache sombre noire et finalement les ténèbres c'est quelque chose, c'est de manière universelle, c'est connu comme quelque chose de sombre, de noir. Et c'est ensuite que ça devient personnifié qu'il a une tête qui est un peu plus inspirée du folklore oriental parce qu'il prend racine ensuite au Japon. Après, je dis peut-être une bêtise, mais alors il me semble que justement, en fait, Haku vient du folklore japonais, puisque c'est l'Akuma, c'est le démon japonais qui n'a pas de forme fixe. Il y a un peu de ça. Et sachez d'ailleurs, à mon avis, c'est quand même pas anodin, que le doubleur original d'Haku est japonais. Il s'appelle Mako Iwamatsu. Alors bon, on sait déjà qu'il n'avait pas bossé sur Conan. Si, il a bossé sur Conan notamment. Il a été, je crois qu'il a bossé également sur les Super Nana lors d'un épisode. C'est possible. En tant que doubleur. Donc tout se recoupe. Et surtout, alors du coup, on sait que si Haku revient, ce qui est quand même très probable, en 2016, on sait déjà que ce sera malheureusement pas ce doubleur puisqu'il est malheureusement décédé en 2006. Mais voilà, c'est quand même assez révélateur. Le doubleur original d'Haku est lui-même japonais et il a fait énormément de doublages. Il a une carrière quand même très
très riche, notamment dans les dessins animés de Tartakovsky. Ouais. Donc voilà. Mais parce que Tartakovsky était fan justement de ce qu'il avait fait sur Conan. Oui. Donc, mais du coup, ça donne presque envie même carrément envie de voir Conan pour voir ce que Doubler a pu faire dessus. Je me souviens plus. Ah non, c'est trop lointain pour moi encore. D'ailleurs, pour aller plus loin, il me semble avoir vu qu'une des références de Tartakovsky sur Samurai Jack, c'était les premiers films de la Toei. Puisque Toei, voilà, oui, on remonte très loin, puisque Toei, ils ont commencé vers la fin des années 50, fin années 40, début années 50, et notamment leurs 6 premiers films d'animation, ils voulaient faire quelque chose à la sauce Disney, donc c'est-à-dire ils ont repris des contes folkloriques et ils les ont fait de manière vraiment à la Walt Disney, donc super production, avec une exportation. Et en fait, ils en ont fait 6 comme ça, puis ça n'a pas vraiment marché, mais certains sont arrivés en Occident. Donc le premier d'entre eux c'était le Serpent Blanc et le dernier il n'est pas arrivé chez nous, alors bon je vais dire mais visiblement il a une grosse influence pour Tartakovsky. Donc son titre original c'est Wanpaku Oji no Orochi Taiji, c'est-à-dire le petit prince et le dragon à 8 têtes. Et en fait quand je vous invite à regarder des images de ce film, on retrouve en fait l'aspect très découpé des dessins. Ce qui m'a marqué justement dans Samurai Jack et qui est, là, en contrastant avec Super Nana, c'est que dans Super Nana les contours des dessins sont très appuyés, il y a vraiment des traits noirs très sombres, alors que dans Samurai Jack il n'y a pas de contour justement. Et en fait je pense que c'est une évocation de ce film là. C'est possible, mais ça vient aussi, je sais que le dessin... alors Tartakovsky n'est pas connu avant tout pour le dessin, c'est un animateur avant tout. D'ailleurs, il est rentré à Cal Arts avant tout par ses talents d'animateur plutôt que par ses talents de dessinateur. Alors je me souviens qu'il avait dit que le premier conseil qu'un de ses profs lui a donné, c'est justement d'éviter d'essayer de dessiner les choses de manière réaliste, mais au contraire de se rendre compte que finalement chaque forme a une forme géométrique de base. Et que c'est pour ça que c'est devenu, en travaillant sur la caricature plus que sur le réalisme, finalement, il a réussi à provoquer quelque chose de beaucoup plus efficace, même en termes d'animation, finalement. C'est beaucoup plus net. Et ça vient peut-être aussi, peut-être un mélange des deux d'ailleurs. Ça doit venir aussi de la UPA, enfin la United Production of America, ceux qui ont fait pas mal de cartoons. Un peu comme les Mr. Magoo, les comme ça, qui ont vraiment révolutionné l'animation américaine dans les années, entre les années 40 et les années 70, où il y a eu beaucoup, justement, ils se sont éloignés des cartoons et même des Disney qui avaient un côté très réaliste, où on disait il fallait reproduire le réel, pas forcément très fidèlement, puisque ça reste du cartoon, mais vraiment avec des formes géométriques, de la perspective, tout ça, alors que la UPA... eux, ils sont partis vraiment sur comme tu disais, des formes très simples. Et je pense que le professeur Tartakovsky devait hériter quelque part de cette ligne-là. C'est possible, oui. Donc du coup même si on l'a mine de rien déjà entamé, ça nous fait une assez bonne transition pour évoquer dans un troisième mouvement les références textuelles, narratives, mythologiques, tout ce qu'on voudra de Tartakovsky. C'est l'occasion pour nous de passer sur une deuxième petite pause musicale avec cette fois The Slow Show et Bloodline.
There's a crease by the T on the side. Don't you know me? Don't you know me? Can you hear me now? 'Cause I'm calling again, 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 again. Can you hear me now? 'Cause I'm calling again, 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 again. This is the last time, the last time I call. This is the last time, the last time I call. I won't let you get me down no more. I'm tired of hoping that you call. I won't let you get me down no more. I'm tired of bracing every fall. I won't let you get me down no more. I'm tired of hoping that you call. I won't let you get me down no more. I'm tired of bracing every fall. This is the last time I call. This is the last time I call. I won't let you get me down no more. I'm tired of hoping that you call. I won't let you get me down no more. I'm tired of bracing every fall. This is the last time I call. This is the last time I call. I accept. We shall meet before the rising sun at the ancient ruins beyond the Valley of the Corpses. Agreed. Was that east or west of the Crimson Hall of the Ogre? East. East, right. You know where that is? Yes, I will find it. Do not worry. You sure? No, don't worry. I remember now. I can give you a ride if you... I will find it! Then I'll see you there! Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 pour Pop en Stock France avec Clément Pellissier, Jonathan Fréoco et Wang qui nous a rejoint pour cette émission. Et je vous avoue que c'était dur, au moins pour Jonathan et moi, de ne pas éclater de rire. Hein, parce que, en fait, la petite séquence que vous venez d'entendre, elle est tout à fait révélatrice du côté cartoon qu'il peut y avoir dans cette série et de l'incroyable nombre de références qu'il peut y avoir dans cette série. Alors, pour ceux qui ne maîtriseraient vraiment pas l'anglais, en gros, Aku et Jack, dans la saison 4, se défient, mais je veux dire, ils se défient vraiment. C'est plutôt même Aku qui défie Jack en lui disant écoute, il faut qu'on en finisse parce que ça n'a plus de sens, on passe notre temps à se poursuivre et à se taper dessus sans que ça ne donne rien, donc on va se battre. Et là ils étaient en train d'essayer de se donner rendez-vous à un endroit pour se battre et le problème c'est que Aku voulait s'assurer que Jack trouve l'endroit, donc voilà. Et c'est tout à fait révélateur du côté cartoon parce que Aku bien évidemment va vouloir imposer des règles, Jack aussi dans ce combat, et Aku bien évidemment va passer son temps à tricher et c'est très très drôle. Donc ça fait partie des excellents épisodes de la saison 4. Et donc du coup allons-y pour les références nombreuses et variées. Messieurs, je vous laisse attaquer l'un des deux. Oui. Allez.
c'est vrai que alors, des références, on en a cité déjà quelques-unes juste avant la pause musicale. Moi, il y avait une référence, enfin, on va dire quelque chose de plus général peut-être avant de rentrer encore à nouveau dans le détail. Voilà. C'était l'aspect vraiment légendaire et mythologique que peut avoir Samurai Jack. Alors, c'est vrai que Samurai Jack va très loin en termes de références. On a 300, on l'a dit. On a Star Wars, notamment quand Jack arrive dans le spatioport. On a Shining dans Aku's Fairy Tales. Et évidemment, comment ne pas voir une référence à Mad Max. Alors, c'est impossible que je fasse un post en France sans citer Mad Max. Ah oui. Et là, je vais me faire plaisir parce que c'est peut-être parce que je vois des allusions à Mad Max de partout aussi, vous direz. Mais on retrouve dans les deux personnages principaux une certaine dimension archétypale, une universalité qui est assez évidente. Alors, je ne dis pas que Tartakovsky a développé son personnage en référence à Mad Max, mais disons que c'est une assez bonne illustration. George Miller est un conteur incroyable, on le sait tous, et qui sait l'importance d'une bonne histoire et qui sait comment retranscrire et raconter son histoire. Et même si Tartakovsky se juge moins bon raconteur d'histoire que les metteurs en scène en prise de vue réelle, il donne à Jack la même universalité que Max, finalement. Ce sont deux personnages que l'on perçoit par le biais de la transmission. Alors, je m'explique. Ça ne gêne pas de passer de Mel Gibson à Tom Hardy dans Mad Max, parce que les histoires concernant Max nous sont, en particulier à partir de Mad Max 2, racontées comme une légende par les gens ayant entendu parler de lui, par les enfants qui l'ont rencontré. On s'en fout de la tête qu'il a au final. C'est une sorte de héros légendaire, ou anti-héros. Pareil pour Jack. Au fur et à mesure de la série, il obtient de plus en plus cet aspect légendaire dès que les enfants de par le monde commencent à parler de lui, à se raconter ses histoires, ce qui agace à coup d'ailleurs, à jouer à Samurai Jack et à chanter même la chanson du générique. Donc, on a d'ailleurs dans l'épisode Aku's Fairy Tales un épisode qui se termine sur les enfants qui racontent leur propre version des histoires de Jack. Et alors que les contes de Aku avaient un dessin assez grossier et caricatural, je ne sais pas si vous vous souvenez, les dessins des contes des enfants est similaire au dessin du reste de la série. Donc, on n'a pas de différence. On se retrouve même avec un épisode, Jack's Tales, composé de petites histoires sans lien, les unes avec les autres, ni avec l'arc narratif global de la série. Et vu le nom de l'épisode, c'est probablement d'autres histoires racontées par les enfants. Alors, est-ce que c'est vraiment arrivé à Jack ou est-ce que c'est une légende ? On ne sait pas, mais d'un point de vue narratif, c'est mis au même niveau que les autres épisodes. Et c'est ce qui est intéressant finalement, c'est cette universalité qui derrière nous permet, nous, de voir ce qu'on y veut, les références qu'on veut. Et là d'ailleurs on parle carrément même de mise en abîme, puisqu'en fait tu parlais du générique qui était chanté par les enfants. Je pense aussi à un épisode où alors Jack est caractérisé par plusieurs choses, donc on l'a dit, le sabre, le kimono et la paire de sandales. Et à un moment donné, dans un épisode là aussi très drôle d'ailleurs, Jack va se faire casser sa paire de sandales par des motards très peu soigneux qui va mettre un certain temps à latter d'ailleurs, et en fait il va avoir beaucoup de mal, c'est le cas de le dire, à trouver chaussures à son pied, et on va voir à quel point les sandales lui sont indispensables pour se battre et pour se maintenir en équilibre. Et en fait, à un moment donné, il va rencontrer enfin le menuisier qui va pouvoir le sortir de la panade pour lui faire une nouvelle paire de sandales. Et ce menuisier a un petit garçon. Et ce petit garçon va chanter à Jack la musique de son propre générique. Et là, on est face à ce qu'on pourrait appeler en termes littéraires une mise en abîme. C'est-à-dire que le générique est clairement adressé aux spectateurs à l'extérieur de la série. C'est-à-dire, voilà, c'est Aku qui raconte l'histoire, et dès qu'il a raconté qu'il l'a envoyé dans le passé, le générique démarre, et là, eh bien, on a un générique qui n'est plus générique, mais qui est un récit, une chanson connue par les enfants qui va réciter à Samurai Jack. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé du nom de Samurai Jack, mais en fait, ce n'est pas son vrai nom. C'est un nom qui va se faire donner dès le premier épisode de la série, il va rencontrer des loupards du futur qui vont l'appeler Jack, comme on appellerait Jude. Et en fait, Jack va prendre cette appellation, et on ne saura jamais son véritable nom en réalité. Et ça, c'est aussi assez, je pense, relié à l'imaginaire qu'on pourrait retrouver par exemple dans les mangas ou dans les... je pense que c'est juste que c'est un peu comme le personnage de l'Écossais. Quand j'ai voulu préparer l'émission, je fais comment il s'appelle déjà l'Écossais, donc j'allais sur Wikipédia, je fais mais en fait il a pas de nom. C'est l'Écossais, voilà. C'est tout. Alors il y a un truc qui est marrant, donc brisons les tabous. Donc Samurai Jack ne s'appelle pas Jack, et ce n'est pas un samouraï. Parce que si on prend la définition même d'un samouraï, il n'en a pas vraiment les codes. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais disons que normalement, pour faire très simple, un samouraï, généralement, ça, c'est au service d'un clan ou d'un maître. Là, pour le coup, il a plus l'aspect d'un fils de shogun ou d'un prince pour faire quelque chose comme ça. Et en fait, la dimension de Jack qui nous est présentée, c'est la dimension du vagabond, la dimension du ronin, donc le samouraï sans maître, si on veut vraiment rapporter à ça. Mais ce qui est intéressant, tu parlais de mise en abîme. Moi, j'ai une autre mise en abîme à faire, c'est que le fait que le créateur, donc Janik Tartakovsky et Jack, ont beaucoup des hommes crochus, notamment le fait qu'ils sont tous les deux des
citoyen du monde. Alors, on a cette figure de personnage solitaire qui normalement, un samouraï ou un ronin, ça parcourt le Japon. Là, on a, dès le premier épisode, Jack enfant qui va parcourir le monde et qui va s'imprégner de toutes les cultures du monde, enfin, du moins de l'Eurasie. Et ensuite, qui va traverser les époques, puisque même si tout se passe dans le futur, il y a quand même pas vraiment des anachronismes, mais il y a des inspirations qui viennent de toutes les époques. Et donc, le personnage de Jack s'inspire de tous ces arts, notamment, on parlait tout à l'heure des moines Shaolin, il sait pratiquer les arts Shaolin, il sait se battre à l'arc, il sait tout faire. Et donc en fait, plus qu'un véritable samouraï, on a la figure du vagabond qu'on retrouve. Donc, Jonathan parlait de Mad Max, on a aussi la figure du western, puisque les films de samouraï et les films de western n'ont pas cessé de s'inter-influencer les uns les autres. Le fameux héros sans nom, quoi. Clint Eastwood, le samouraï. Mad Max lui-même d'ailleurs. Voilà, et puis après il y a tous les films de Kurosawa. Max Rokatansky, on a même oui, non mais je veux dire par rapport aux gens qui le côtoient, qui le croisent. Je pense au petit garçon du deuxième. Il sait il connaît la légende, mais il sait qu'on ne le reverra plus et le nom a moins d'importance. Oui, peut-être. C'est un nom commun. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais oui, et puis après, il y a tous les 7 mercenaires aussi, qui est un film important dans tout cet univers, dans tout ce folklore autour des samouraïs. Et effectivement, on retrouve surtout l'aspect naturaliste du samouraï, le dépassement de soi, mais moins les autres. Il y a des aspects qui sont beaucoup plus mis de côté pour vraiment rester dans la figure du héros qui va voyager, qui va s'imprégner de toutes les cultures. Et puis c'est surtout que justement il y a tellement de folklore qui se croise dans cette série que le folklore complet du samouraï lui-même aurait peut-être trop gouverné la série sans pouvoir laisser la place peut-être aux autres folklores. Peut-être. C'est une hypothèse que je pose. Je trouvais aussi le personnage d'Aku absolument passionnant. Alors, j'en suis fan personnellement de ce personnage, pas parce qu'il est le mal absolu, je vous rassure, mais surtout parce que justement il est cartoon et c'est un démon tiré très certainement donc de l'imaginaire asiatique, mais c'est un cartoon dans le sens où il a un côté, alors je n'irai pas jusqu'à dire touchant parce qu'il est effectivement manipulateur, il est cruel, c'est un méchant, mais il a une bouille à coup. Allez voir des images des images d'Aku, c'est assez incroyable, il a une bouille, une vraie surtout quand bouille. il boude. Surtout quand il boude. Et voilà, et c'est ça qui est quand même génial, c'est que il se contente pas de dire Jack, je te tuerai avec un côté grandiloquent, avec des éclairs de partout. Non, il y a des moments où il va avoir des périodes de pure dépression, il va se retrouver sur son trône à tirer la gueule et c'est absolument magnifique. Et puis il y a un moment, il a un téléphone dans la main. il a un téléphone dans son royaume, comme si, d'ailleurs, non, c'est pas une pizza qu'il se commande, c'est un méchant, c'est un mercenaire. Il se commande un mercenaire en livraison et je sais pas, ça le rend indéniablement sympathique. Pareil quand il essaye de raconter ses histoires, finalement en fait ce qu'il cherche, il cherche à manipuler, à pervertir l'esprit des enfants, ce qui le rend démoniaque, mais en revanche on va vite se rendre compte qu'il est en fait dépassé par les enfants qui se foutent de ces histoires en réalité, qui savent eux raconter des histoires, et finalement il va presque être beau joueur en partant bouder et en laissant les enfants conclure le récit. Donc voilà, j'aurais pas voulu revenir avec ces références sur toutes les facettes, une partie des facettes du personnage d'Aku. Comment vous le vivez, ce personnage-là, de ce qu'il éveille chez vous, de ce qui vous rappelle dans l'univers de Tartakovsky ou d'autres que vous auriez croisé? Déjà au niveau de son design en lui-même, son visage, ça rappelle beaucoup les masques que portaient justement les samouraïs, oui, pour justement faire peur à leurs ennemis, pour les impressionner. D'ailleurs, c'est ce genre de masque qui a aussi inspiré le masque de Dark Vador, pour la petite histoire. Oui. Voilà. Il y a certes sur certains croquis originaux, mais bon, je digresse. Après, c'est vrai que je pense qu'ils ont accentué l'effet cartoon, justement, d'une part parce qu'il est assez polymorphe et donc du coup il peut s'adapter un peu à toutes les situations, et aussi, je pense aussi pour dédramatiser, parce qu'on a déjà un personnage principal qui est assez sérieux, même s'il a ses moments de drôlerie aussi, mais il est assez sérieux tout le long. Si en face ils avaient mis un ennemi tout aussi sombre et vraiment très cruel, même s'il est cruel, mais
voilà, s'il était vraiment très sombre et très, très sérieux, je pense que la série aurait gagné en gravité. C'est toujours c'est toujours le côté cartoon finalement, comme tu disais Clément, et c'est ce retour à même ce qu'avait fait d'ailleurs Tartakovsky dans le laboratoire de Dexter, où on a cette opposition entre deux personnages principaux qui sont plus ou moins tout le temps ensemble, mais qui sont radicalement différents. C'est-à-dire que dans le laboratoire de Dexter, on avait la grande bringue, comment elle s'appelle, Didi, non, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, insupportable, et donc plus intéressé par la danse et les arts, et son petit frère tout petit, donc Rabougri, plus intéressé par la science. Donc c'est le contraste entre les deux qui crée la comédie finalement. Et d'ailleurs, entre parenthèses, dans le laboratoire Dexter, les deux personnages ont une voix très aiguë, et je vous assure que dans ces moments les plus joyeux, Didi est à vous faire mal au crâne dans les aigus qu'elle est capable d'atteindre. Donc ça, effectivement. Et justement, Haku a une voix, et Jack aussi d'ailleurs, ont des voix qui sont dans des tons graves, solennels, voilà. Mais Haku a une voix assez rocailleuse et finalement presque drôle à certains moments, particulièrement quand il boule ou quand il s'engueule avec ses sbires. Et d'ailleurs, ces sbires, c'est là qu'on voit encore comment dire, toutes les références mythologiques, légendaires, tout ça. Les sbires d'Haku sont parfois même plus cruels que Haku lui-même. Ouais, je pense au démon, comment il s'appelle déjà ? Je sais plus comment c'est, celui qui a toute l'essence des guerriers en lui. Toute l'essence des guerriers en lui. Lui, franchement, donc voilà, c'est un démon qui a une tête, il a une flamme sur la tête, une flamme bleue. J'ai vraiment perdu son nom et je le retrouverai pas de toute façon. Mais il a la particularité d'invoquer les âmes des guerriers qu'il a combattus. Et franchement, c'est probablement un des adversaires en tous les cas les plus difficiles que Jack ait à affronter, parce qu'il se retrouve submergé par des vagues d'ennemis, et là ce personnage là est vraiment méchant. Il en est même à vouloir supplanter Haku lui-même quasiment, puisque c'est un sbire félon, mais qui se verrait bien finalement à la place d'Haku. Et finalement, Haku est un incapable notoire quand on y réfléchit. Il est très fort pour emmerder Jack, si je puis dire, mais finalement lui-même, avec le sabre, il se rend bien compte qu'il peut pas lutter. D'ailleurs, à un moment donné, il essaye d'utiliser le sabre contre Jack et ça ne fonctionne pas, puisque le sabre est conçu pour ne pas blesser le bien, pour ne pas faire mal au bien. Et d'ailleurs, juste une petite dernière remarque sur un autre épisode, on a parlé de la naissance d'Haku, qui est fortement mythologique, qui rappelle la boîte de Pandore d'ailleurs, puisque c'est un peu la faute des humains si Haku est né, si Haku a pris cette forme là et ce libre arbitre là plutôt. Et on a un autre épisode qui me paraît moi très important, c'est l'épée, comment l'épée vient entre les mains du alors c'est son grand-père, son père, le père de Jack, voilà, qui est un récit complètement mythologique où l'épée est forgée comme aurait fait Odin par exemple, ou comme aurait fait. Donc écoutez messieurs, on en arrive à la fin malheureusement déjà de cette émission. Merci Wong d'avoir été avec nous. Merci à vous. Comme d'habitude, tu gagnes ton billet retour si tu veux venir avec nous dès que l'occasion s'y présente. Et puis de toute façon, vu l'actualité de G2L2, on va être amené à se reparler et à travailler ensemble très prochainement. Comme d'habitude, merci à toi Jonathan du coup de main que tu nous as donné. Il n'y a pas de quoi. Petit teasing quand même, vous savez que Jonathan adore placer ses références à Mad Max, vous l'avez compris. Comment dire, à la prochaine émission, on peut l'attendre au tournant, je pense qu'il va galérer 2 minutes pour trouver comment il va placer la référence. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Je trouve, donc, voilà, donc ne loupez pas défi à relever. Ne loupez pas la prochaine émission, et à mon avis, vous ne vous attendez pas à ce sujet-là d'ailleurs. Donc, vous savez aussi que cette tradition, et ça c'est encore une bonne idée de notre camarade Jonathan, de terminer par une petite conclusion musicale, histoire de se quitter en bons termes et en bonne musique. Et bien là, nous avons Stuck in the Middle with You de Steelers Wheel. Voilà, on va vous laisser écouter le petit morceau qui va bien. Et on vous dit à la prochaine, portez-vous bien. Salut. Salut à tous. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in